Alors, je vais me représenter à nouveau, Nicolas Marlin, donc secrétaire départemental ou fédéral, ça dépend, comme vous voulez, du Parti communiste français en Corrèze. Et donc, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici à la fête du bois, ici à Pava, sur de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge, je sais. Donc, qui est cette fête emblématique qui à la fois est une fête où on s'amuse, on mange, évidemment, c'est la griffe communiste, on va dire, pour être un petit peu chauvin, mais aussi on parle politique, on parle de l'actualité, parce qu'on a besoin aussi de pouvoir échanger entre nous et puis de voir ce que l'on peut faire ensemble. Parce que discuter entre nous, je ne sais pas, on aura peut-être quelques désaccords, ça m'étonnerait un petit peu, mais bon, pourquoi pas. On est plutôt d'accord entre nous. Mais l'idée, c'est de pouvoir, en définitive, à la fin, trouver les moyens d'action et comment est-ce qu'on se mobilise pour faire avancer les idées qu'on va défendre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs thèmes qui, d'apparence comme ça, ne paraissent pas liés, mais la réalité, c'est que si, en fait. On va parler, je crois, des élections municipales qui vont arriver l'année prochaine. On a enfin une date, je crois que c'est le 15 mars, le premier tour 2026. Là, l'enjeu important de la paix avec nos camarades du mouvement de la paix. Et puis, bon, bah, l'actualité nous rattrape. Elle nous rattrape à une heure où on assiste au suicide politique organisé du Premier ministre, ce qui est quand même pas commun, et ça fait quand même quelques temps que l'on assiste à des bizarreries au niveau politique national, et ça nécessite de pouvoir se poser tranquillement, d'analyser la situation et d'aller chercher des moyens d'action. Parce qu'en effet, avec ces thématiques, les élections municipales l'année prochaine, et de la paix qui est un enjeu continu, va arriver de manière assez inattendue le vote de confiance du Premier ministre le 8 septembre, qui, sans aucun doute, va amener à sa mort politique, au renversement du gouvernement, sauf surprise majeure, mais je ne crois pas. Et donc, qu'est-ce que nous faisons après? Quelles sont les perspectives qui arrivent après? La réalité, c'est que nous avons un président de la République qui, depuis quelques temps, depuis quelques années, et notamment s'est illustré de manière assez flagrante l'année dernière, a une doctrine qui paraît comme ça un petit peu désorganisée, mais qui en réalité est très réfléchie. C'est la doctrine de la marquise de Pompadour et de Louis XV. Après nous, le déluge. C'est-à-dire qu'on va créer un chaos avec des idées, des solutions, des initiatives particulières que les gens n'arrivent pas forcément à saisir, qui viennent dire quoi? Qui viennent dire, ben voilà, nous on dissout l'Assemblée nationale, après nous le chaos. Et nous y sommes très près de ce chaos, de ce déluge. Puisque, quelle solution peut-on avoir une fois que le Premier ministre se sera suicidé par consentement, avec la majorité de l'Assemblée, sur le perchoir? Que se passera-t-il ensuite? Est-ce que le président de la République va appeler le nouveau Front populaire et les forces de gauche dans l'état dans lequel elles sont pour gouverner? Bon, si on est un petit peu naïf, on dirait que oui. Et si on est un petit peu réaliste, on peut s'imaginer que c'est pas trop sa solution. Que va-t-il faire après? Démissionner? Bon, là également, on peut se poser quelques questions. Je ne suis pas sûr que, vu la personnalité du président de la République, on aille jusque-là. Alors il reste la dissolution, à nouveau, ou alors un nouveau gouvernement qui, nous le savons déjà d'emblée, sera un gouvernement réactionnaire. Bon. Et alors qu'est-ce que font les forces de gauche dans cette perspective-là? Qu'est-ce qu'elles ont à proposer? Quel niveau de responsabilité elles vont s'imposer aussi? Et c'est ce qui va découler ensuite des combats qui nous attendent par la suite. Les élections municipales notamment, et puis toutes les autres initiatives. Alors je ne vais pas monopoliser la parole encore très longtemps, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, moi je pense que c'est ça l'enjeu du débat aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à mes camarades, et puis on aura ce temps d'échange avec vous tous, pour essayer en tout cas, à l'issue de ce débat, de trouver les moyens d'action pour les batailles à venir. Merci à vous.
bonjour à toutes et à tous. Bon, mais je suis assez satisfait et assez ému du fait de l'invitation du MODEF dans ce débat. Je pense que le plus important, suite à ce que vient de nous dire notre ami Nicolas, c'est le ressenti des gens dans notre pays, notamment donc, dans le monde agricole. Hier à midi, on avait un jeune copain à nous qui était passé à la maison pour qui nous rapposait des banderoles qu'ils avaient fait faire pour la fête du MODEF à Saint-Hilaire-des-Jacques. Et donc, il me disait que, je lui ai dit, ça serait bien que tu viennes demain. Il me dit non, tu comprends, c'est difficile parce que financièrement on ne peut pas. Quand quelqu'un de 40 ans ou un peu plus te met ça à la figure, ça te fait quand même mal, quoi. Tu te dis, il y a quand même un gros problème. Et donc, dans le monde agricole, ce problème existe. Il existe partout. On se rend compte que les gens, nous tous, autant qu'on est, on a de plus en plus de mal à arriver à vivre décemment, vivre normalement de ce qu'on est. Bon, moi je suis jeune retraité avec mon épouse, que beaucoup connaissent, et on est des jeunes retraités. Et encore, grâce à l'amendement de notre ami Chassaigne, on a aujourd'hui 1070 € de retraite par mois. C'est pas mal, hein, mais c'est pas beaucoup quand même. Et oui. Alors bien sûr qu'on a quelques petits subsides à côté parce qu'on s'est pas trop mal démarré dans notre carrière, mais pour autant, on se rend compte que une grande majorité des gens tirent bien par la queue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose cette question, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces gens-là? Parce que nous, individuellement, les élections municipales, on va faire ce qu'on pourra. À Seillac, on a des amis ici dont on a fait connaissance il n'y a pas très longtemps, avec on partage beaucoup de fondamentaux. Et on va y arriver, on fera ce qu'on pourra, mais on va y arriver. Mais la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les gens comme nous, qui ont du mal à vivre aujourd'hui. C'est cette question-là qui se pose. C'est la plus importante. Moi, depuis que je suis jeune retraité, et j'ai des copains qui ne partagent pas toutes nos idées, mais peu importe, qui m'ont capté, et donc je suis à Solidarité Paysan. Et on a eu l'honneur d'embaucher quelqu'un dans l'association pour venir nous aider, pour aller voir des gens. Vous ne pouvez pas vous figurer la misère qu'on trouve. Alors évidemment, on ne va pas chez les gens qui sont aisés, mais vous ne pouvez pas vous figurer la misère qu'on trouve chez les paysans, avec de nombreux paysans, et beaucoup qui ne font pas appel à nous. Et c'est bien ceux-là qui sont encore plus dans la misère que ceux qui font appel à nous. Et pourtant, je peux vous garantir que sans vouloir, il y a une misère inimaginable. Et ça n'est que la partie agricole, la partie rurale. Mais dans toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays, c'est la même problématique partout. Il y a ici quelqu'un, j'espère qu'il va prendre la parole, je sais qu'il est un peu timide, mais il se soigne. Il va nous parler un petit peu de la santé, et notamment de l'hôpital public. C'est une abomination, c'est une abomination. Et on a un voisin, nous, à Seillac, qui nous parle un peu du service public d'EDF. Quand on sait ce qui se passe dans le service public, de l'énergie, de la santé, de la justice, de l'éducation, et j'en passais des meilleurs, c'est abominable. Alors c'est vrai que Macron, il n'est pas venu là par hasard, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas venu là par hasard. Il distribue tout l'argent des impôts, directs ou indirects, qui rentrent dans les caisses de l'État, partent pour les intérêts de sa casse. Il a été mis là par les gens de sa casse. 211 milliards d'euros par an de redistribution. Et ça, c'est pas du pipeau, c'est un rapport sénatorial qu'il a cherché. C'est une commission d'enquête sénatoriale qu'il a chargée. C'est pas du pipeau, c'est pas du baratin. Le président de cette commission, c'est un sénateur LR. On peut pas dire quand même que c'est un dangereux gauchiste, faut pas déconner. Pourtant, c'est la vérité. Alors quand on me dit qu'aujourd'hui, il faut aller chercher 40 milliards et serrer la vis encore plus à nous tous, c'est profondément inadmissible. C'est insupportable. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Henri Vacher du mouvement de la paix de la Corrèze. Mais merci de l'invitation. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, effectivement,
Nous, on se positionne en ce moment vis-à-vis des élections municipales en proposant des pistes sur ce que pourrait être une politique locale en matière de paix. On n'en oublie pas ce qui se passe au niveau national, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'en termes de budget de l'État, la part des armées est la première, le premier budget en termes d'augmentation. Donc on est face dans une logique de militarisation des esprits, qui se joue aussi au niveau international. Hein. On a tous en tête la situation démocratique et la vague réactionnaire dans de nombreux pays en poussant au conflit. C'est clair qu'on attend autre chose d'un président ou d'un gouvernement. On attend que l'argent soit mis d'abord pour les services publics, pour les secteurs importants pour les citoyens, donc l'agriculture aussi. Et on va continuer à se positionner face à la logique de militarisation des esprits, face au budget, face à la loi de programmation militaire. Donc on soutient les initiatives lancées en septembre, rejointes par les syndicats. Donc vraiment pour que, quoi qu'il se passe après le vote de confiance, qu'on ne tombe pas dans le pire. C'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui en France, c'est qu'on tombe dans le pire. Au niveau international, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un gouvernement qui porte une vraie politique de paix. On l'a vu sur Gaza, mais pas seulement. C'est quand même anormal que la France ne respecte pas ses obligations en termes de vente d'armes, par exemple. C'est pas normal que des missiles avec des systèmes français tombent sur des victimes à Gaza. Voilà, ça contrevient à beaucoup de choses, et ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est que quand on est face à une situation de génocide, on prenne des dispositions pour porter une autre politique. Donc ça, que ça soit à Gaza ou dans d'autres pays où on retrouve des armes françaises. On ne peut pas aujourd'hui en France parler de réindustrialisation et que le seul secteur qui est à l'export qui marche bien, ce soit les armes. Donc ce qu'on demande, c'est aussi une réindustrialisation, mais pour produire des biens qui soient utiles aux Français. Voilà. Et en termes ensuite d'accueil, de politique vis-à-vis des pays du Sud, c'est avoir une politique d'accueil et d'aide à ces pays, de l'aide qui ne soit pas faite par l'envoi de soldats et l'imposition de la force. Voilà. Jean-François Laguide, alors moi je suis pas corrézien, je suis creusois. J'ai été invité de façon très sympa par les camarades de la section par Stéphanie de la section de Tulle. Et j'ai un passé, je suis secrétaire de la section du Parti communiste de la Souterraine. J'ai un passé de syndicaliste à la CGT. Et moi je voudrais rebondir sur ce qui va se passer après, parce que les constats on les fait tous. On sait que ça ne va pas, et on voudrait savoir comment on peut changer les choses. Il y a des dates qui sont dans le calendrier, notamment le fameux 10 septembre, où tout le monde veut se mobiliser pour dégager, entre guillemets, ce gouvernement. Mais dégager, mais pour mettre quoi à la place, quoi. C'est ça, cette problématique qu'on a, c'est comment on est capable de s'entendre, nous, les forces de gauche, les forces progressistes, pour présenter une véritable alternative. Et y compris aussi on va dire le mouvement syndical, parce que le mouvement syndical il s'engage, la CGT s'engage. La CGT s'engage, mais dans des projets qui sont constructifs. La CGT n'a pas eu peur de s'engager, par exemple, dans le nouveau Front populaire. Il n'y a pas de problème avec ça, parce que c'est un programme, c'est un projet de société. Par contre, s'engager pour faire du dégagiste, ça ne nous intéresse pas. On sait que la colère elle est présente au niveau national, on sait que les citoyens français, les salariés français souffrent, le terreau est fertile, mais je cesse de le répéter, le terreau il est fertile, mais il est fertile pour faire pousser des belles plantes, celles du progrès social, mais aussi pour faire pousser des mauvaises herbes. Et on sait ce que c'est que les mauvaises herbes, on sait ce que c'est que
que le sectarisme, que le repli identitaire, que de monter les citoyens les uns contre les autres, entre les fonctionnaires, les salariés du privé, voilà, on va toujours trouver un bouc émissaire. Et c'est ce que fait la droite extrême et l'extrême droite, parce que maintenant on sait que la frontière est de plus en plus mince chez eux, et nous, il faut qu'on propose une alternative. Proposer une alternative, c'est accepter aussi nos différences. C'est-à-dire, oui, la gauche, elle est bien souvent plurielle, on n'a pas toujours les mêmes idées, on s'engueule, on se fâche, on n'est pas d'accord. Mais par contre, on a besoin de pouvoir s'entendre, de coordonner. C'est ce que fait, malheureusement, on a essayé de tenter, nous, au niveau de la CGT, en interfédéral, d'avoir une unité syndicale. Force est de constater qu'il y a des organisations syndicales qui ne sont pas présentes le 10. Nous, le 10, on ne dit pas qu'on est d'accord avec tout ce qui va être mis en avant, le 10. Le dégagisme, je le répète, ça ne nous suffit pas. Mais par contre, il faut, à mon avis, au niveau politique, qu'on soit présent le 10 pour redonner espoir, pour ouvrir le champ des possibles. Parce que si on n'ouvre pas le champ des possibles, les gens, ils ne vont pas s'engager, ils vont se dégager. Ne jamais oublier qu'en France, le premier parti, c'est l'abstentionnisme. Qu'on a un exécutif à l'heure actuelle qui est en place avec 18%, 18-20%. On part de 50% de gens qui ne votent pas. Donc le reste, voilà, on se le partage entre les différentes forces politiques. Et comment on intéresse les gens qui ne s'engagent pas politiquement, syndicalement, pour défendre leurs propres intérêts. C'est ça notre problématique. Et ça commence le 10. Le 10, voilà, il va falloir qu'on y soit, qu'on discute, qu'on essaye d'élever les consciences et de pouvoir se dire, nous on veut s'engager, mais on veut s'engager sur un projet crédible. Voilà. Et puis, ça a été dit, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la paix, on a des propositions. Et si on arrive à être intelligent, on peut construire des choses ensemble. Et puis, pas se méprendre. Parce qu'on entend aussi les pro-révolutionnaires qui nous parlent de grève générale. Voilà, ok, mais la grève générale, moi je suis d'accord, c'est quelque chose... Moi j'étais longtemps salarié, mais la grève générale, ça ne se décrète pas d'un point de vue politique ou dans les salons. C'est les salariés qui décident. Et si on ne convainc pas les salariés qu'il faut se défendre pour avoir un projet politique, un projet qui sert l'intérêt commun, qui sert l'humain, et on ne les aura pas avec nous. Parce qu'une grève, c'est un sacrifice, c'est perdre une journée de salaire. Alors les politiques, ils nous disent « grève générale, machin, ouais, il faut faire la révolution ». Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, avant de faire la révolution, il faut qu'on soit présent sur tous les endroits qui vont être chauds, où il va y avoir la contestation, pour convaincre les salariés. Et ça sera toujours les salariés qui vont décider. Voilà. Voilà, merci pour cette présentation. Donc là, maintenant, on va vous donner la parole. C'est toujours, ouais, voilà. C'est toujours le premier qui est difficile. Allez, le deuxième, je vous en prie. Alors, ouais, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'à toi. Bon, je vais mieux. Allez, viens. Oui, Alain Sage, je suis corrézien mais aussi viennois et je n'ai pas spécialement grand chose à dire, mais comme je ne suis pas le premier intervenant après nos amis, mais le deuxième, puisqu'il n'y a pas de premier, il faut bien le deuxième. Bon, je dirais simplement que dans la période qui vient, on n'a pas tellement le choix des armes. Autant la défaite de Beyrouth que la journée du 10 qui va suivre, nous ne sommes pas à l'initiative. Et donc il faut qu'on prenne conscience que pour une part essentielle, le mouvement social risque de se déterminer, non pas contre, mais plutôt en marge des organisations à la fois collectives et syndicales. Je suis au regret de vous le dire, mais ayant participé au mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années, j'ai pu constater combien une grande partie des gens en France sont éloignés, vraiment éloignés, mentalement, intellectuellement, psychologiquement, de ce que nous pouvons représenter dans nos différentes organisations. Et par conséquent, on a un travail de fond à mener. Les municipales, c'est dans longtemps, eu égard au calendrier là, qui s'annonce, du 8 et surtout du 10. Je crois qu'il faut que nous soyons à la hauteur, mais ne pas se prendre la tête, faire les choses comme elles doivent être faites.
Nous connaissons notre travail d'explication, de syndicaliste, de politique. Il faudra le faire avec courage, avec bonne foi, et se trouver confronté à des gens qui sont très loin de nous. Hein, je ne vais pas réitérer ma référence aux Gilets jaunes, mais je vous assure, hein, c'est à la rencontre d'une France que nous ne rencontrons pas tout le temps, hein, que nous allons voir et que nous allons rencontrer sans doute à partir du 10. Et donc on a un travail de fond. Mais il faut le faire tranquillement, sans exclusive, sans a priori, avec bonne foi. Peut-être je voudrais dire pour terminer que au sein de la gauche, nous sommes plusieurs composantes. Il faudrait que nous cessions, en tout cas pour notre part, nous qui sommes héritiers d'une vieille tradition française communiste, que nous cessions finalement de nous engueuler les uns les autres. Ça ne sert à rien. Ça dissuade les gens, ça les éloigne, mais ça n'est absolument pas productif. Il faut au contraire aller, comme nous l'avons toujours fait dans l'histoire de France, aller vers des alliances avec des gens qui ne sont pas tout à fait, ils ne sont pas vraiment d'ailleurs souvent son opposition. Aller avec eux et puis dans la perspective d'un moyen terme pour les municipales, essayer de faire en sorte qu'en Corrèze, nous ayons le plus de listes possible avec des gens très différents. Ne pas hésiter à aller à leur rencontre, même si évidemment ils ne partagent pas toutes nos options politiques. Voilà. Donc nous avons du pain sur la planche dans la période qui vient. J'espère que nous saurons être à la hauteur. J'aurais souhaité rebondir là sur ce qui vient d'être dit, notamment en ce qui concerne la... Alors, on va aborder les deux points, mais pour le premier, c'est une évidence. Bon, cette mobilisation du 10 septembre va nécessiter que nous, forces politiques de gauche, j'élargis un petit peu le cercle, on soit dans une vraie logique d'éducation populaire, c'est ce que me glissait à l'oreille Jean-François, c'est-à-dire d'aller défendre notre point de vue, parce qu'il va y avoir une vraie bataille de récupération politique. Et nous, il ne faut pas qu'on rentre dans cette idée de récupération politique. Hein. Simplement, aller porter nos propositions, nos idées, notre philosophie aussi, hein, face à une extrême droite et une droite réactionnaire qui va vouloir s'emparer de ce mouvement et qui a des facilités aujourd'hui par un relais médiatique assez important. Et donc d'aller dénoncer la mascarade du Rassemblement national et de ses satellites. Ensuite, c'est la question du rassemblement de la gauche. Et évidemment, Parti communiste, en tout cas pour ma part, je parle du Parti communiste, notre volonté pour les échéances qui arrivent, je l'ai dit au pluriel, peut-être d'autres échéances qui apparaîtront plus vite que prévu, mais c'est d'être le trait d'union de la gauche. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons engagé très tôt pour les élections municipales, qui est l'élection. On a un parti politique, on prépare des élections. Hein. Il n'y a pas d'électoralisme derrière, c'est notre rôle. Hein. Et donc, ça a été de réunir tout le monde autour de la table. Bon, sur Brive, des choses avancent. Sur Tulle, moi je peux vous en parler plus longuement, mais je ne veux pas emboliser non plus. Mais il y a eu des choses qui ont été engagées. Nous sommes engagés sur une démarche de rassemblement de la gauche, à laquelle, il faut le dire, nous regrettons l'absence de certains camarades, si on peut les appeler ainsi. Des camarades qui ont considéré que parce qu'un tel ne leur plaisait pas, une telle force politique ne leur plaisait pas, on n'irait pas autour de la table. Ou alors, sur ce que la politique fait de pire, c'est-à-dire les égos, les ambitions individuelles, de dire, un petit peu comme Macron, hein, soit c'est derrière moi, soit c'est après moi le déluge. Donc, on est impacté par ça. Mais je voudrais bien qu'on puisse dire quelque chose et affirmer quelque chose ici, aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain nous avons une nouvelle dissolution, qui est un scénario qui se concrétise de plus en plus, est-ce que ici, sur cette circonscription, on accepte à nouveau, d'aller derrière un candidat qui s'appellerait François Hollande? Il faut qu'on se pose cette question sérieusement. Parce que nous l'avons fait, cette démarche. Et je puis vous dire qu'on y a donné notre énergie, parfois même de notre corps. Parce que des camarades ont failli... de notre corps, dans le sens où certains camarades ont failli se faire frapper la tronche par des militants de l'extrême droite en collant des affiches. Voilà. Donc l'engagement a été très loin. Mais l'engagement était derrière un programme qui a été porté par une association de mouvements politiques et syndicaux et de mouvements de la société de gauche. Voilà.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, un an après cette élection, aujourd'hui, nous, qui sommes présents ici, nous sommes prêts à refaire campagne pour François Hollande? Je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Parce que le rassemblement, c'est une nécessité face aux dangers qui arrivent. Mais c'est aussi prévenir que ces dangers arrivent. C'est prévenir qu'à nouveau, dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, peut-être même encore plus tôt, on se retrouve à nouveau avec un Rassemblement national qui prend encore plus d'ampleur, une droite réactionnaire qui gagne des batailles idéologiques. Donc est-ce qu'on est prêt, à nouveau, à faire campagne pour François Hollande? Ou bien est-ce qu'on est sérieux? Ou bien est-ce qu'on est sérieux et on se dit, ma foi, bon, peut-être que on a été un petit peu idéaliste, pris de court, et que donc on s'est dit, l'urgence, c'est de se rassembler derrière un programme, peu importe la personnalité de la personne qui va le porter, si bien que même cette personne s'était engagée sur la totalité des points du programme, alors qu'il y a quelques années, elle était au pouvoir et faisait exactement tout le contraire. Bon, est-ce qu'une fois de plus, nous sommes prêts à aller aussi loin dans l'idée du rassemblement? Je pose la question, elle est ouverte, et je vous laisse y répondre. Non. La question, c'est que Nicolas, tu feras un excellent député. Non. Alors, ça n'a rien à voir avec moi. La réponse. Peu importe. Mais au-delà de ça, c'est quelle idée on porte derrière, quoi. Et quelle philosophie, quelle gauche on va pouvoir porter. D'ailleurs, est-ce que François Hollande, depuis qu'il est député, démontre une réelle volonté de pratiquer une politique de gauche? Voilà, c'est la question. Et ça sera intéressant qu'on y réponde. Oui, par rapport à ce que dit Nicolas, nous, à titre associatif, on se prononcera pas sur un nom ou autre chose. Mais je pense que ce qui est important, ce qu'on attend au niveau des associations engagées, oui, des associations engagées, c'est clair que si ce qu'on attend c'est un programme, qu'un programme se dégage sur les questions que nous défendons en termes de solidarité, de paix, de culture de la paix. Et c'est vrai que ce qu'on attend ensuite, c'est que les politiques qui seront élus se tiennent à ce programme, quoi. C'est clair qu'il y a des décisions qui ont été prises de 2012 à 2017 qui ne nous ont pas satisfaits, et loin de là. Donc la question qu'on attend sur d'une union de la gauche ou d'un rassemblement à gauche, c'est un programme engagé et la volonté de s'y tenir si demain la gauche est au pouvoir. Voilà. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et oui, c'est vrai que Nicolas, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Par rapport à ce programme, ce nouveau Front populaire qui est sorti en une nuit. En une nuit, ce concept est sorti, tac. Et nous, en Corrèze, on a dit, hop là, c'est bon, nous on s'empare de ça. Enfin, Corrèze, à part les coucous, mais sinon tout le reste. Et on a eu le candidat fantastique, le candidat type, hop, notre ami François qui sort du bois. Et c'était bon, n'est-ce pas, Pierrot, qui sort du bois, et puis c'était bon, comme tu dis, il portait et le lendemain, pouf, c'est François dans le texte. C'est terrible quand même, c'est terrible. Je le disais hier à des copains, Daniel il est là, non? T'es où, Daniel? Je disais, voilà, le socialiste est un animal bizarre qui a une tendance naturelle à marcher vers la droite. Si à sa gauche, il y a suffisamment de force pour tirer sur la corde, on arrive à le faire marcher droit. Et alors en Corrèze, c'est ce qui se passe. C'est que le François corrézien, même si on n'est pas bien puissant, mais on a quand même quelques forces, on arrive à le faire marcher droit. Mais dès qu'il passe la frontière, il part à droite. Il part à droite. Et bien, on le connaît pourtant, on le connaît. Le soir du fameux meeting à Tulle, où il y avait quand même un monde fou, tout le monde était... Tu avais fait une intervention, Nicolas, remarquable. Et il y avait quelqu'un dans les gradins qui avait crié « Ne nous trahissez pas ». Vous vous rappelez, c'est moi qui l'ai crié. Haut et fort. Haut et fort. Faut pas que l'on dise ça. Hein. Ne nous trahissez pas. Il t'a pas entendu. Mais si, il a entendu. On le lui rappelle tous les jours. Chaque fois qu'on le voit. Mais ne nous trahissez pas parce que, effectivement, hein, et il y a notre ami Pierrot qui est là. Salut le pauvre.
Ils ont fait exprès. C'est encore un coup des socialistes. C'est pas possible. Bon, mais ça va rien. Non, non, mais bon, bref, vous avez compris. Hein. Vous avez compris. Il faut tenir la barre droite, c'est tout. Gauche. La barre à gauche, c'est la barre à droite. La barre droite, c'est à gauche. Ah, c'est un coup de social. 40 milliards Aïe, ciel. Partez pas ça. C'est bon. Ça marche ou pas? Ça marche? Alors, quelle peur, c'est par les droits à gauche, t'as vu ça? Ouais. Ça marche là? Un, deux. Ouais, je souhaite rapidement rebondir sur justement l'unité de la gauche. Et oui, la gauche, elle a toujours connu des rapports de force au sein de la gauche. Et nous, en tant que parti communiste, on voudrait être partie prenante de ce rapport de force. Oui, avec les socialistes, quand il y a des gouvernements, quand il y a des communistes en gouvernance, oui, on arrive à bouger les choses plus à gauche. On a des exemples concrets. Notre histoire, elle est comme ça au niveau communiste. Ambroise Croizat, quand il a créé la Sécu, il n'était pas dans un gouvernement communiste. De Gaulle n'était pas communiste. Sauf que les communistes, ils ont poussé pour créer la sécurité sociale. On a des camarades dans les exécutifs. Moi, j'ai bossé longtemps à Paris à la Fédé. Notre camarade Yann Brossard, sur Paris, qui n'est pas une ville communiste, ça se saurait, il fait une politique, il applique une politique communiste en ce qui concerne le logement. Et ça porte ses fruits. Voilà la gauche comme on la veut, c'est-à-dire avec des rapports de force, avec des idées. Et oui, les communistes, ils ont un rôle à jouer dans cette... on est une boussole. Moi, voilà, il faut se dire que le parti communiste, il est une boussole à gauche. Et que, bah oui, on est obligé de s'entendre, on est obligé de faire des fois des concessions qui ne nous suffisent pas. Mais tant qu'on aura des communistes en responsabilité, en gouvernance, et ben, on fera comme l'a dit le camarade, on sait que les socialistes, des fois, on n'est pas là pour leur taper dessus, parce qu'on arrive à s'entendre avec eux. On sait qu'ils ont une tendance à virer un petit peu à droite. Et nous, en tant que communistes, eh ben, on va les ramener à gauche. Et au bout, eh ben, on arrivera à avoir quelque chose de cohérent. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mon engagement communiste, c'est sûr. Il y a d'autres actions, interventions. Ah, Michel. Viens Michel, parce que mon micro il vient pas jusque là. Moi ce que je voulais dire, c'est bon là. Michel Douillet, 87 ans, 70 ans de parti. Ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que c'est vrai, on a eu aux dernières élections, c'est qu'on nous appelait à voter Hollande. On avait quelque chose d'important. On disait c'est le nouveau Front Populaire. Et on y croyait à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que
on a des personnages qui nous ont toujours attaqués, qui ont toujours dit on est à gauche mais qui faisaient du travail à droite, dont Hollande, et qui en fin de compte ils ont trouvé l'opportunité de dire, alors que les élections précédentes, ils étaient, alors qu'on avait l'union entre les socialistes, communistes, etc., de la gauche ensemble, eux ils faisaient des listes à part, soi-disant socialistes, etc. Et là d'un seul coup, Front de gauche, Front populaire, ah oui on est d'accord. Hollande il a choisi l'opportuniste de venir se présenter comme candidat du Front populaire. Ces gens-là, c'est vrai que moi avant ça, je disais bon, Front de gauche, le Front populaire c'est bien, c'est ce qu'il faut, on fait l'union de toutes les gauches et ainsi de suite, quoi. Mais ces gens-là, n'importe comment, c'était pas leur fait. C'était simplement de dire, ben on va prendre une voie, on va prendre tout au moins, essayer de faire élire quelqu'un, bon, essayer de faire élire, c'est une façon de parler, quoi. En fin de compte, Hollande, par rapport au Parti Socialiste, où c'est qu'on était d'accord, c'est le Parti Socialiste qui désigne ses candidats. C'est pour les autres partis, c'est pas le Parti communiste qui va dire tel candidat, au Parti Socialiste, vous choisissez tel candidat ou pas. Non, le Parti Socialiste, alors qu'il était prévu un autre candidat que Hollande, le Parti Socialiste a dit le candidat du Parti Socialiste sera Hollande. Alors qu'on savait toutes les séquelles, tout ce qui représentait Hollande et ainsi de suite. Donc, il y a un moment où c'est qu'on dit le Parti Socialiste a une responsabilité dans cette façon de faire. Je vais vous dire une chose, moi. Hollande, s'il est de ma circonscription, je l'ai connu. Je suis de Perpes-Acte-Noir. On a fait des élections pour la députation. C'est les seules choses qu'il faisait, c'est dire arriver à être conseiller général et de façon à être à la tête du conseil général de la Corrèze et de marcher pour faire cette politique toujours qui était, on ne sait jamais où c'est qu'il en est exactement lui-même. Quand il disait mon ennemi c'est la finance, on savait bien que c'était pas la finance. On lui demandait pas ça. On lui demandait de faire une politique de gauche. Et en fin de compte, si le Parti Socialiste s'est cassé la gueule de cette façon-là, c'est qu'à la fin, même les socialistes ont dit que ça soit de gauche ou de droite, on arrive à une même politique. Et si on continue avec ces gens-là, ça sera la même politique. C'est ce qu'ils préconisent eux-mêmes dans leur façon de faire. Donc, aux dernières élections, c'est vrai, j'ai dit, je ne voterai pas Hollande. Et je n'ai pas voté Hollande. J'ai voté Front populaire, mais j'ai mis une croix sur Hollande. Je pense que ces gens-là, ils sont nuisibles. Et il faut quand même les combattre. On peut pas les laisser faire en disant, ben oui, ben c'est le Parti Socialiste qui l'a présenté ou les choses comme ça. On avait quelque chose à dire. On ne l'a pas dit, on a fait des réserves, mais on n'a pas dit exactement que disons que c'était le mauvais candidat. Et c'est pour ça, bon, j'espère qu'on arrivera à un moment ou à l'autre. On voit déjà, à peine élu, vous avez vu déjà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, bah oui, on va pas faire la... Ben non, Bérou, il faut le laisser, etc. On voit bien déjà tout. Ils sont déjà, à peine élus, ils sont déjà en train de... Ils ont voté. Quand on a dit, par exemple, Front populaire, il y avait un programme. C'est pas n'importe quoi. Il a voté ce programme, il a été dit qu'il était d'accord avec ce programme. Et en fin de compte, dès qu'il est élu, il dit, ben non, je suis plus d'accord avec ce programme. C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier et que les gens ont la responsabilité, l'honnêteté de dire non, c'est des personnages qu'on doit exclure de notre façon de voir. C'est mon problème personnel. Et je pense que je ne suis pas le seul. Quelqu'un d'autre? Oui. Il faut que tu viennes parce qu'on n'a pas un... Et tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour, Laurent Duplessis, je suis secrétaire de la section du Parti communiste de Donzac. Oui, moi je ne sais pas quel scénario on va avoir après le 8 septembre. Je m'assois un coup.
peut-être qu'on sera sur une dissolution. Certainement, parce que là, il ne faut pas se faire d'illusions, qu'il y aura des accords au niveau national entre différents partis pour pouvoir essayer de trouver les meilleures possibilités pour avoir des élus d'un nouveau Front populaire qui reste à construire. Et si on ne veut pas que le scénario nous tombe sur la figure, eh bien, il y a deux solutions. La première, c'est s'engager, comme ça a été dit, dans les mobilisations qui arrivent, le 10 septembre, le 18, parce que c'est celles qui sont aujourd'hui annoncées, il y en aura sans doute d'autres qui vont venir par la suite. Et c'est aussi de continuer de faire le travail qui a été fait sur Tulle et sur Brive, de rassemblement avec l'ensemble des forces politiques qui composent le nouveau Front populaire, sauf le PS qui a décidé de ne pas s'y inscrire. Donc, moi je dirais que la question de Hollande, je partage ce qui a été dit, mais la question de Hollande aujourd'hui, le Parti Socialiste aujourd'hui, il prendra la responsabilité de créer la division pour laisser arriver au pouvoir le Rassemblement national. Parce que je voudrais quand même rappeler que la dissolution de Macron est visée à donner le pouvoir au RN. Aujourd'hui, les choses sont claires par rapport à ça. On a vu l'attitude du Rassemblement national sur l'ensemble des dispositions et des lois qui ont été votées et proposées par les différents députés de la majorité. Donc le scénario, c'était celui-là. Ce scénario-là, il a été mis à mal parce que la mobilisation populaire n'en voulait pas, le rassemblement de la gauche, des organisations syndicales, des organisations citoyennes. Ce qui veut dire qu'on peut changer, on peut bouger les choses. Il y a un autre aspect des choses que je trouve intéressant, notamment sur la question des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a abouti à la rédaction de centaines de milliers de cahiers revendicatifs, ce qu'on appelle les cahiers de doléances, qui sont le fruit de l'exigence et de l'aspiration d'un certain nombre de problèmes que les personnes qui sont mobilisées sur les ronds-points, qui n'étaient pas politisées pour la plupart, ont voulu voir avancer. Macron, il a balayé d'un revers de main ces cahiers de doléances, et donc il s'est assis un peu plus sur l'exigence de démocratie qui était animée par l'ensemble des gens qui étaient sur ces ronds-points. Le deuxième point de bafouement de la démocratie, je ne sais pas si le terme est juste, c'est notamment la conférence citoyenne pour le climat, pour ceux qui ont suivi, avec 150 citoyens tirés au sort, de tout horizon différentes. Il y avait des gens de droite, de gauche, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, etc. Ça aboutit à la rédaction, à l'unanimité, votée à l'unanimité des membres, d'un certain nombre de dispositions et de points qui permettaient de pouvoir répondre à la question climatique, tout en répondant à la question des services publics, à la question industrielle, etc. etc. La première revendication qui a été, y compris balayée de revers de main par Macron, qui n'a pas été introduite dans les 150 dispositions qui ont été arrêtées par la Commission, c'est la réduction du temps de travail à 32 heures. C'est-à-dire que les gens, citoyens, qui ont travaillé pendant 9 mois, de toutes horizons différentes, la première proposition qu'ils ont mis sur la table, c'est la réduction du temps de travail pour pouvoir répondre à l'ensemble des objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Le troisième point qui est intéressant au niveau de la démocratie, c'est quand même la signature de la pétition contre la loi du plomb. 2 100 000 arrêtés au 17 juillet par l'État, puisque c'était limité dans le temps. Certainement que cette pétition, elle pourrait continuer encore aujourd'hui dans le temps et recueillir un certain nombre de centaines de milliers de signatures. Ce qui est posé quand même à travers cette pétition, cette exigence, c'est que, les gens, ils ne veulent pas avoir de la nourriture qui soit remplie de pesticides, mais ils veulent aussi qu'on se penche réellement sur la question et sur l'avenir de l'agriculture, qui n'est absolument pas posée par la loi du plomb, puisqu'elle prévoit de faire agrandir encore un peu plus les très grandes exploitations au détriment des exploitations familiales. Et elle ne répond pas à la question des revenus des agriculteurs, elle ne répond pas à la question de la souveraineté alimentaire et d'une alimentation saine pour les populations, y compris avec quels revenus, puisque, ça a été dit tout à l'heure, il y a 12 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. Le seuil de pauvreté est aujourd'hui de 1 200 €.
Donc le camarade qui disait qu'il a une pension agricole de 1000 €, il est sous le seuil de pauvreté. Voilà, donc je pense qu'il y a... Donc le scénario, je vais conclure, hein, le scénario de Macron de dissoudre, qui était donné le pouvoir au RN, il a échoué. Il a échoué parce que le rassemblement des forces de gauche, il y a une volonté démocratique, d'aspiration à la démocratie dans notre pays. Et je crois que, bon, ça a été dit, c'est le mois de septembre va être un moment important, il faut l'espérer, parce que c'est pas en claquant des doigts qu'on aura du monde dans la rue. On a eu quand même des expériences de manifestations qui se sont tenues, y compris au début de l'été, qui n'ont pas été formidables. Mais c'est ça le chemin, quoi. C'est ça le chemin, et le rassemblement, tel que ça a été proposé à travers le municipal. Alors quand il y a les municipales, il risque effectivement d'être revu. Voilà, mais je pense qu'il y a des signes aujourd'hui qui montrent que d'abord, les gens ne baissent pas les bras. 2, ils ont envie de plus de démocratie. Et 3, ils sont prêts à se mobiliser pour peu que les objectifs qu'ils perçoivent ils soient atteignables et les amènent dans la mobilisation. Quelqu'un d'autre? Je rappelle qu'à l'initiative de citoyens, les lundis soirs à Tulle, il y a des débats qui sont organisés. Donc je crois que le prochain c'est à 19h, lundi soir, à la cathédrale. Donc moi je vous invite à y aller, à discuter, à écouter et à faire passer nos propositions. Puisque ce qui est bien, c'est de leur proposer, enfin ce qui est souhaitable, c'est de leur proposer un autre avenir que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils demandent. Donc allons-y, allons les écouter, participons et fédérons pour que ces journées qui arrivent soient une réussite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Benjamin, un petit mot. C'est bon pour vous? Écoutez, on va conclure. Moi, je vous remercie de cette écoute, des échanges. La fête continue autour du concours de belote et ce soir avec le repas du veau fermier de pétanque. Pourquoi belote? Pétanque. Et ce soir, donc, le concert qui est prévu orchestré à 20h30 par notre camarade Ghislain, donc un groupe local. Merci d'être là en nombre ce soir pour leur premier grand concert. Deuxième? Troisième? Non. Centième. Donc merci à tous. On se retrouve dans la rue, on se retrouve à discuter et à mobiliser donc tous les citoyens. Oh pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, je te laisse la parole. Tu te présentes. Pour contribuer modestement donc, à tous ces combats du mois de septembre, le comité intercommunal ANACRE de Saint-Mexan vous invite le 26 septembre à Chantex avec la municipalité à la boîte en zinc pour célébrer le 80e anniversaire de l'ordonnance d'octobre 1945 créant la sécurité sociale. Donc nous ferons des causeries autour de l'historique de l'ordonnance, héritage du CNR et bien sûr le rôle d'Ambroise Croizat. D'après le travail qui a été fait par Bernard Lamiran, qui est le responsable national de l'Institut Ambroise Croizat. Et nous parlerons des enjeux actuels de la sécurité sociale avec l'intervention de Jeanine Vaux, qui est secrétaire de la convergence des services publics que notre ami Duplessis connaît bien. Voilà, ça sera la contribution de l'ANACRE donc au combat de septembre. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, au niveau des mobilisations, on a parlé du 10, on a parlé du 18 et là on vient de parler du 26. Mais le 21 septembre, ce sera le journée internationale de la paix. Et à l'appel du collectif national des marches de la paix, on vous donne rendez-vous à Brive à 11h, devant l'arbre de la paix, pour une cérémonie avec prise de parole. J'en profite puisqu'un camarade a parlé du 26 septembre, et comme vous le savez, le 26 c'est la veille du 27. Et figurez-vous que le 27 septembre aura lieu à Chamberet la diffusion du film de Gilles Perret,
La ferme des Bertrands. La ferme des Bertrands est un excellent documentaire qui a été réalisé en Haute-Savoie et qui offre une image de l'agriculture telle que nous l'aimons beaucoup dans nos régions et en particulier au MODEF. Voilà, donc je vous invite tous à venir le 27 à Chamberet pour la diffusion de la ferme des Bertrands. C'est gratuit, c'est ouvert, c'est à Chamberet et il y aura ensuite évidemment un pot de l'amitié bien sûr et un débat qui sera animé par les gens de l'association que j'ai la chance de présider. Voilà. Bon, et puis puisque tout le monde fait sa pub, et heureusement, oui, mais justement. Demain, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez, alors vous pouvez démonter, mais vous avez la fête de la section d'Onznac à Garavé, donc avec un repas, et ensuite un débat sur les coups de 15 heures. Alors, je ne me souviens plus de la thématique, mais si vous... L'agriculture, voilà. Où il était supposé que la sénatrice de Dordogne, Marie-Claude Vailleras, soit présente, elle essaiera d'être présente. Donc ça c'est demain à Garavé. Et puis évidemment, si l'envie vous le dit, il y a la fête de l'humanité qui va avoir lieu les 12, 13 et 14 septembre, ce week-end-là. Donc vous avez des bons soutiens à la vente ici sur la fête, alors qui peuvent vous donner accès pour 45 € aux 3 jours de la fête, mais qui sont aussi un moyen de soutenir le journal L'Humanité qui en a bien besoin. Voilà, et je conclurai comme ça. Bonne journée à vous mes camarades, et puis ne lâchons rien. Merci et bonne fin de journée.